Salut à tous, je voulais aujourd'hui faire un court édito sur le dernier match de l'OL qui a fait naître chez moi un embryon d'espoir. Alors je pensais la saison définitivement ratée suite aux matchs amicaux assez catastrophiques de l'OL. Pour moi cette pause internationale c'était l'occasion pour Blanc d'effectuer une préparation de mi-saison dans le calme puisque tout le monde avait les yeux rivés sur la Coupe du Monde et avec la majorité de son effectif puisqu'on avait assez peu d'internationaux pendant cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, je trouvais que Blanc avait testé différents systèmes depuis qu'il était arrivé et qui semblait ne pas réussir à trouver la solution. Donc j'avais pour ma part perdu tout espoir quand j'ai vu les résultats des matchs amicaux, tout espoir donc pour la saison, pour la deuxième partie de saison. Et j'étais très surpris de voir ce match de l'OM. Alors déjà, j'ai trouvé la compo très sexy, très intéressante. Bon, première chose, Dembélé et Aouar n'étaient pas alignés. Pour moi, c'est des joueurs qui depuis longtemps ont la tête ailleurs qu'à l'OL. Dembélé m'a toujours donné l'impression de ne pas vraiment être concerné par le sort collectif de Lyon. Et Aouar, on sait qu'il souhaite partir depuis longtemps. Et je soupçonne que titulariser des joueurs qui souhaitent partir à court terme soit toxique pour la dynamique du groupe. Donc ça, c'est sur les joueurs qui n'étaient pas là. Et pour ce qui est des joueurs qui étaient présents, je ne vais pas trop parler de la défense puisqu'elle était expérimentale. On a beaucoup d'absents dans ce secteur, notamment au poste de latéraux. Je vais pas non plus trop parler de la présence de Tété et Toko sur les ailes qui a évidemment fait du bien à l'équipe avec ce choix de Blanc d'aligner 4 joueurs à vocation très offensive, Toko, Tété, Cherki et Lacazette, mais je vais plutôt me concentrer sur ce que j'ai vu au milieu de terrain et notamment sur le choix de Blanc de titulariser Cherki en le positionnant en numéro 10 dans un 4-2-3. Alors j'ai envie de rêver un peu parce qu'on en a besoin dans cette période délicate pour l'OL. Je me demande et si le choix de positionner Cherki au cœur de notre animation offensive et devant Cacré pouvait être le tournant de notre saison. Alors évidemment c'était Brest en face, on va souffrir face à des équipes dont le milieu de terrain est capable de proposer plus de consistance dans l'entrejeu que ce qu'est capable de proposer Brest. Et on est d'accord, quand je regarde le top 4 composé du PSG, Lens, Marseille et Rennes, on est soit trop loin au niveau de la cohérence collective, soit trop loin au niveau du classement pour espérer faire top 4 pour l'instant. Mais je crois que si on joue régulièrement comme on a joué contre Brest, on peut peut-être espérer dépasser Lille ou Monaco pour la cinquième place. Alors ça paraît peu ambitieux comme ça, mais de toute façon on part de tellement loin à la mi-saison. Déjà si on arrive à rivaliser avec Lille et Monaco, on pourra, je crois, estimer peut-être pas que la seconde partie de saison est réussie, mais en tout cas qu'on aura réussi à sauver les meubles. Alors pour revenir sur Cherki, souvent ses coachs se sont obstinés à le faire jouer sur un côté, alors que lui préférait jouer dans un rôle derrière l'avant-centre. C'est une lubie de beaucoup d'entraîneurs français, c'est assez historique chez nous, hein, ça fait longtemps que ça dure, de faire jouer les jeunes attaquants techniques sur un côté, même quand ils privilégient l'axe du terrain. Souvent, alors parfois ça peut être utile pour leur formation, parce qu'ils apprennent justement à jouer comme il y est, ce qui peut être utile au cours d'un match. Mais souvent on s'obstine à la faire jouer sur une aile, même quand c'est pas forcément dans leur nature de footballeur. Cherki, il a commencé 10, mais il est très mobile. Il a été un électron libre et il a échangé de position avec Toko entre l'axe et le côté, ce qui a permis de créer du mouvement, des démarquages et de rendre moins lisibles les attaques lyonnaises. Un des problèmes de notre animation offensive, c'est qu'on est souvent trop prévisible. Et c'est un sujet à Lyon depuis longtemps. Je trouve que positionner un joueur purement instinctif comme Cherki au cœur de notre animation, ça peut créer de l'incertitude dans les défenses adverses. Incertitude renforcée par le fait qu'en plus d'être un bon dribbleur, c'est aussi un joueur qui a les deux pieds. Par exemple, je suis pas sûr qu'il aurait pu marquer son but s'il reposait uniquement sur son pied droit, donc son but qui marque pied gauche. Ça permet aussi de faire en sorte que le défenseur ne sait jamais avec Cherki de quel côté anticiper la frappe pour la contrer. C'est un joueur très instinctif et ses instincts font aussi fait qu'il va pas rester axial tout le temps, il va pas hésiter à décrocher ou à se déporter sur un côté quand il estimera que c'est nécessaire. J'ai souvenir notamment son double contact avec centre pied gauche pour, je crois, la tête de Lacazette en première mi-temps. Euh, Quand il estime que c'est nécessaire, il va pas hésiter à aller sur un côté, il lit très bien le jeu, il sait où se positionner pour faire mal aux défenses adverses. Et j'ai vu globalement, donc dans toute l'équipe, plus de déplacements de fonction que d'habitude, comme les projections de Cacré et les décrochages de Cherki. Le fait que Cherki sache jouer sur les deux côtés et que Tété sache rentrer dans l'axe, ça permet aussi de créer des permutations qui peuvent perturber les défenses adverses dans leur marquage et encore une fois nous rendre moins lisibles dans notre animation offensive. Alors le petit bémol du match de Cherki, c'était quand même son choix de servir Lacazette à gauche à la 43e minute plutôt que Tété à sa droite. Je trouvais que c'était un très mauvais choix. Pour moi, c'était évident que Tété allait être en position de frapper et même de marquer. C'était presque un contre un dans la surface qu'allait se profiler. En tout cas, voilà, j'ai vu beaucoup le trio Lacazette, Cherki, Lacazette, Cacré, Cherki combiné dans l'axe dans les 30 derniers mètres. Lacazette a bénéficié de cette connexion Cherki-Cacré et si Cherki était le complément parfait de Lacazette. Alors beaucoup de supporters demandaient, et Lacazette aussi, à ce que Dembélé soit utilisé comme attaquant pivot pour notre capitaine.
Mais à titre personnel, je pense qu'on peut être beaucoup plus dangereux et polyvalent avec un profil comme Cherki en soutien de Lacazette plutôt que d'avoir une paire d'attaquants Dembélé, Laka. Pour conclure sur Cherki, moi je l'ai vu très impliqué aussi dans le pressing. J'ai aimé son expression faciale à la mi-temps dans l'interview où on voyait un joueur concerné qui avait envie d'en découdre, qui était sérieux et qui était concentré. Alors la deuxième performance qui m'a le plus impressionné contre Brest, c'est évidemment le match de Cacré. Et j'ai été d'autant plus impressionné que je le trouvais vraiment mauvais dans ces derniers matchs. Maxence Cacré, c'est un joueur qui a une grosse différence entre son niveau maximal et son niveau moyen. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est génétiquement capable d'élever son niveau moyen près du niveau de celui qu'on a vu contre le Brest ou qu'on avait vu pendant le Final 8? Auquel cas, ça pourrait confirmer ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire que Cacré est un joueur avec gros potentiel, mais on n'en est pas encore sûr. Il faut qu'il puisse produire ces prestations-là avec plus de régularité pour qu'on puisse vraiment affirmer ça. En tout cas, je me suis toujours dit que ça pouvait être intéressant s'il parvenait à ce que sa capacité physique à faire des jaillissements soudains et répétés soit mise au service de l'animation offensive et pas seulement au service du travail défensif. On voit un Cacré qui de plus en plus va venir se projeter dans les 30 derniers mètres et ça a permis notamment en première mi-temps de créer une supériorité numérique en 3 contre 3 ou en 3 contre 2 dans l'axe et ça a permis de créer des décalages pour Lacazette et Cherki. Petite parenthèse, moi, ces montées-là, ces projections-là, ça m'a fait penser à Touzard, par rapport auquel je me suis toujours demandé pourquoi on l'utilisait pas plus en box-to-box plutôt qu'en numéro 6. Et je me rappelle notamment de sa projection en contre et de son but contre la Juventus de Turin au Groupama Stadium. Alors je lui souhaite de réussir à Lyon, à Cacré, j'aime sa mentalité, son profil très généreux qui est toujours utile dans une équipe comme l'OL, qui, comme Blanc l'a souligné récemment, manque d'agressivité. Et pour conclure sur son apport offensif, il a quand même fait 5 passes avant un tir, 5 passes clés, ça équivaut à ce que ferait un numéro 10 dans un très bon jour. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Cacré est absolument pas un numéro 10, pour moi c'est vraiment un pur 8. Alors quand même la question que je me pose aussi, c'est pourquoi ce match? Pourquoi Cacré a-t-il été si moyen dans les 10 derniers matchs que j'ai vus de lui et si performant contre Brest? Alors c'est sûrement multifactorial, mais pour moi une des raisons, c'est le fait qu'il ait joué avec son pote Cherki devant lui dans l'axe. Je parlais récemment avec Romain d'OLTV, Lyon Fan TV, de l'importance d'exploiter les connexions techniques créées entre les joueurs en équipe de jeunes. Eh bien, je pense que le positionnement de Cherki devant Cacré n'est pas étranger à son très bon match selon moi. Dans mon édito sur la gestion des attaquants à l'OL, j'avais exprimé mon regret qu'on ait laissé partir Terrier-Gouiri. Je suis chaque jour un peu plus persuadé que ce sont deux des pires erreurs qu'on ait commises dans les 20 dernières années. Alors concernant Gouiri, pourquoi son départ est dommageable? C'est pas seulement pour sa qualité individuelle, mais c'est aussi pour ses connexions mentales et collectives qu'il a construites avec Cherki et Cacré en équipe de jeunes. Cherki, l'année dernière, il avait dit qu'il pouvait se trouver les yeux fermés avec Maxence Cacré, et la valeur de ces 3 jeunes-là, donc elle n'est pas seulement individuelle, mais elle est aussi collective, puisqu'ils ont créé des automatismes pendant des années ensemble. Leurs cerveaux footballistiques se sont formés en connexion les uns avec les autres, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su exploiter ce capital collectif-là. C'est un peu le même raisonnement que lorsqu'un sélectionneur d'une équipe nationale, par exemple l'équipe allemande, va aligner principalement des joueurs du Bayern. Alors évidemment, la plupart sont les meilleurs joueurs allemands, mais c'est aussi parce qu'il va bénéficier du travail collectif, des connexions collectives qui ont été créées par leur travail en club entre ces joueurs. Donc maintenant que Gouiri est parti, mais Maxence et Ryan sont toujours présents, et si on s'octroie le droit de rêver un peu, on peut se dire que la première mi-temps contre Brest a peut-être marqué l'avènement de leur duo dans ce milieu de terrain de l'équipe type de l'OL. Voilà, en tout cas, c'est mon rêve du moment, c'est le vœu que je fais pour notre OL en 2023. Et je vous souhaite à tous de passer un superbe réveillon. Merci de m'avoir écouté. Une pensée pour ceux qui le passent seuls également. On pense à vous et meilleurs vœux de bonheur à tous pour 2023.